Bonjour à tous, bienvenue à la Maison du développement durable. Bonjour aussi aux personnes qui assistent à la conférence via la web-diffusion un peu partout au Québec. Mon nom c'est Évelyne Ferland, je suis la directrice des communications et de la programmation ici à la Maison du développement durable. Ça fait plaisir de vous accueillir à cette première activité de 2015 de la programmation hiver-printemps. Vous savez, il y a 3 programmations par année et on lance donc l'année avec un thème, ma foi, fort attrayant. La récupération, valoriser le verre, 3 étapes à réussir. Avant de poursuivre, j'aimerais d'abord inviter Madame Lisanne Martel de la compagnie Alcoa, directrice des communications stratégiques et affaires publiques. Alcoa, c'est notre partenaire principal de la programmation ici à la maison et c'est pourquoi on a la chance de les accueillir aujourd'hui. Bonjour tout le monde, bienvenue à l'activité. Saviez-vous que depuis déjà 4 ans, Alcoa et la Maison du développement durable travaillent ensemble pour sensibiliser les gens au développement durable? Et je dois dire que la programmation hiver 2015 qui se lance aujourd'hui ne fait pas exception. Encore une fois, la Maison a su relever le défi d'offrir une programmation variée qui saura plaire, j'en suis certaine, à un vaste public, tout en abordant des sujets de l'heure, comme c'est le cas notamment aujourd'hui. Participer aux activités de la MDD, c'est sans contredit une occasion unique pour les citoyens, les élus et les décideurs de se rencontrer, d'échanger sur les questions qui les préoccupent. Et Alcoa, à titre de partenaire principal de la programmation, est fier de collaborer à ces projets aussi inspirants. Ceci dit, il n'en demeure pas moins que vous êtes avant tout les principaux porte-parole pour les gens qui participent, pour que les gens participent en grand nombre aux activités de la maison. Alors, je vous encourage à faire la promotion de la programmation pour faire en sorte que la MDD continue et voire même augmente le succès qu'elle connaît. Déjà aujourd'hui, je pense que c'est un beau succès en comptant également les gens qui sont avec nous via le web. Donc, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est assurément que vous croyez à la mission de la maison et vous avez donc une responsabilité, celle de faire en sorte qu'encore plus de gens soient conscients du rôle important que joue la maison dans notre communauté. Déjà, Alcoa tente de jouer un rôle que je qualifierais de durable, mais c'est tous ensemble que nous pouvons faire en sorte que la programmation hiver de la MDD connaisse le succès qui lui revient. Je vous invite donc à consulter sur le site Internet de la maison les activités et surtout à vous poser la question « Comment je peux contribuer à faire en sorte qu'un plus grand nombre de gens soient conscients de la chance que nous avons d'avoir ici même à Montréal une programmation aussi riche en matière de développement durable. » Je vous lance donc le défi. Enfin, je remercie toute l'équipe de la MDD pour leur travail remarquable et je leur souhaite le meilleur des succès. Un succès, je le rappelle, auquel vous pouvez tous contribuer. Je vous remercie à l'avance et vous souhaite une bonne fin de journée et pourquoi pas un hiver plein de DD. Merci. Merci beaucoup, Madame Martel. Donc, avant de continuer, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y en a que c'est la première fois qu'ils viennent à la maison? Donc, excellent. On a toujours des nouveaux venus. Bienvenue. Le rôle de la maison, c'est entre autres d'être un pôle de rencontre, de réflexion et d'innovation sur le développement durable. La programmation des activités gratuites, c'est une des façons qu'on a de remplir cette vocation. Aujourd'hui, c'est avec le Conseil régional de l'environnement de Montréal que nous avons organisé cette activité. Avant de céder la parole à Mme Coralie Denis, la directrice générale du CRE Montréal et aussi l'animatrice d'aujourd'hui, j'aimerais juste vous rappeler que vous allez recevoir, suite à cette activité, un courriel de notre part. C'est un petit sondage qui comporte 3 questions. D'abord, votre satisfaction, comment vous avez apprécié l'activité. Ensuite, quel type d'activité vous aimeriez avoir dans la programmation de la maison. Et finalement, comment vous êtes venu ici à la maison, puisque la programmation 2015 sera carboneutre. Donc, on va compenser les émissions de gaz à effet de serre en transport de nos participants grâce à un partenariat avec Planétaire. Donc, sans plus tarder, j'invite Mme Coralie Denis et je vous souhaite à tous une excellente table ronde. Merci. Alors, bonjour tout le monde. Coralie Denis du Conseil régional de l'environnement. Nous, on est très intéressés par le dossier des matières résiduelles en général. Notre nom le dit bien, je pense.
en termes autant de gaspillage, de pollution, de toute la question de l'énergie, de la responsabilité partagée. C'est un dossier donc important pour le Québec, mais c'est un dossier important beaucoup pour Montréal. Et pourquoi on a donc amené la question du verre? C'est parce qu'au fond, c'est un dossier qui est un peu moins connu. On parle beaucoup en ce moment, à juste titre d'ailleurs, des matières organiques. On parle beaucoup des déchets électroniques. On a tous des petits objets souvent dans nos mains. Mais le verre, on en parle un peu moins. On entend quand même beaucoup de choses qui se passent sur le verre, mais des fois, c'est assez difficile de comprendre les tenants et les aboutissants de ce dossier-là, qui est somme toute, malgré la matière qui semble plus simple, est quand même assez complexe. Alors, ça nous apparaissait très important aujourd'hui de faire un peu le tour de la question. On n'a pas la prétention, dans le temps que l'on a ce midi, de faire tout le tour de la question, mais on espère qu'on aura soulevé certains éléments, à la fois poser des enjeux, essayer de voir les différentes avenues pour y répondre, puis on entend évidemment faire en sorte que ça se poursuive par la suite. On aura d'ailleurs à cet effet un bulletin électronique. On a un bulletin au Conseil régional de l'environnement qui s'appelle En Ville Express. Si vous ne l'avez pas déjà fait, vous pouvez vous y inscrire si vous le souhaitez. Entre autres, il y aura donc dans le prochain bulletin de la semaine prochaine, il y aura une nouvelle dédiée à cet événement aujourd'hui où vous pourrez retrouver à la fois beaucoup d'informations qui viendront aussi compléter celles qu'on aura véhiculées, mais aussi certains éléments de nos invités qui ont bien aujourd'hui voulu jouer le jeu de répondre à ces questions qui sont importantes, qui sont les enjeux, puis aussi les pistes de solutions. Alors, nous avons 3 personnes qui vont discuter avec vous, qui vous vont présenter, discuter aussi entre eux un peu de cet enjeu-là. Je vais vous les présenter dans quelques minutes. Avant ça, je vais juste vous donner quelques chiffres, quelques données de base sur la gestion des matières résiduelles, mais spécifiquement donc sur le verre, pour faire vraiment image à tout ce qui va se dire après de façon plus précise sur des enjeux qu'ils vont traiter. Bon, c'est sûr que le cycle de verre, comme on l'avait intitulé dans l'annonce, il y a la question de l'usage et la question de la récupération avec comment on le récupère et aussi comment on le recycle et les enjeux qui vont avec. Ça sera la partie qui va être traitée par nos invités d'aujourd'hui. Moi, j'aimerais juste vous donner quelques chiffres, quelques données de base. J'imagine que la plupart d'entre vous dans la salle savez combien on produit annuellement par citoyen à Montréal de déchets. Avez-vous une idée d'un chiffre, nombre de kilos ou... Ah non, moins que ça quand même. On est à 287 à Montréal, ce qui est déjà beaucoup de kilos par an par personne en moyenne. Alors, je ne dis pas que vous, dans la salle, c'est ça que vous faites. J'espère que non. Mais on en fait beaucoup dans tous les cas de figure. À partir de là, évidemment, il y a une partie qui est recyclée, une partie qui est enfouie. Et juste sur l'île de Montréal, hein, c'est un peu moins. On a réussi à descendre ça en dessous, mais on est quand même toujours autour de 1 million de tonnes par année qu'on produit, qu'on génère chaque année de matières résiduelles. Là-dessus, évidemment, il y a une partie qui est le verre, là, on va arriver au verre, mais c'est quand même donc beaucoup de matières. Là-dessus, il y en a autour de 600 000 tonnes, évidemment, je vous donne des chiffres arrondis, qui s'en vont dans les sites d'enfouissement. Les sites d'enfouissement, ils ne sont pas sur l'île de Montréal, ils sont tous à l'extérieur. Il y en a 5 majeurs qui reçoivent nos matières qui sont produites à Montréal. Et les chiffres que je vous ai donnés, ce sont des chiffres qui sont aussi en lien avec le domaine résidentiel. Après ça, il faut ajouter les industries, les commerces, les institutions, la construction-démolition. Alors, vous voyez qu'on est dans des chiffres gigantesques au niveau des matières qu'on produit. Et on a fait des efforts indubitablement au cours des dernières années pour recycler davantage, notamment au niveau du verre, mais dans les autres matières. Mais il n'en demeure pas moins qu'il en reste beaucoup qui est acheminé aussi d'enfouissement, puisqu'on parle donc de plus de 600 000 tonnes qui se répartissent dans des sites à l'extérieur de l'île. Pourquoi il faut recycler? Alors là, j'arrive plus sur le verre, puis quelques données sur le verre. Pourquoi il faudrait recycler le verre? Bon, le verre, c'est une matière inerte, alors c'est sûr qu'elle ne pose pas de problème comme tel si on la met dans un site d'enfouissement, mais c'est lourd, ça occupe beaucoup d'espace,
Et puis, c'est une matière qui est extrêmement intéressante à recycler d'un point de vue environnemental parce que si on regarde même en termes de diminution des gaz à effet de serre, si on recycle plutôt qu'on reprend les matériaux neufs pour en refaire, il y a un chiffre, il y a une image qui circule, je vous la donne parce qu'elle est intéressante. On dit qu'une bouteille de verre qui est recyclée équivaut à peu près à l'énergie et on économise l'équivalent de l'énergie d'une ampoule de 100 watts qui allumerait pendant 4 heures. Alors, ça, c'est juste pour une bouteille. Alors, Montréal, on sait que c'est une grosse partie du Québec en termes de population, en termes de génération, évidemment, de matières résiduelles. C'est vrai aussi pour le verre. Là, j'ai quelques données pour le Québec, pas nécessairement pour Montréal, mais sur les tonnes générées au Québec en verre en 2012, c'était au niveau résidentiel uniquement, on parlait de 159 000 tonnes. Là-dessus, sur le nombre de tonnes qui étaient recyclées, toujours sur ce qui est récupéré dans le résidentiel, on parlait de 68 000 tonnes. Ça veut dire qu'il y a 43 % du verre qui est généré qui, en 2012, a été recyclé. Bon, vous avez tous entendu parler que malheureusement, en 2012, il y a une usine importante qui s'appelait l'usine Clareco à Longueuil qui traitait le verre des centres de tri du Québec qui a fermé ses portes. Ça posait problème beaucoup à la ville de Montréal et au centre de tri Tiru de Montréal parce que normalement, une grande partie de ce verre-là était acheminé là. Alors, on s'est retrouvé en 2012, puis là, je voudrais faire un correctif parce qu'on a fait une erreur dans l'intitulé que vous avez vu sur l'invitation. Alors, juste vous dire que dans les faits, il y a des 68 000 tonnes, évidemment, ça c'est pour l'ensemble du Québec. Mais si on revient au niveau de Montréal, du fait de cette fermeture-là, entre novembre 2013 et 2014, il y a eu une modification du contrat de Tiru par la ville. La ville a dû assumer des coûts qui étaient à cette époque-là pour cette année-là de 772 000 $. Et donc, il y a 28 000 tonnes, je vous donne beaucoup de chiffres, mais 28 000 tonnes de verre qui ont été acheminées dans un site d'enfouissement pour être utilisés comme matériaux de remplacement pour les chemins, parce que c'est tellement gigantesque, ces endroits-là, qu'ils doivent se construire des chemins dans les sites d'enfouissement et qui ont remplacé du sable et du gravier. Alors, c'est un moindre mal, mais on s'entend que ce n'est pas l'idéal dans la mesure où, au fond, ça reste quand même des matériaux qui auraient pu être recyclés, qui ont pris le chemin du site d'enfouissement. Alors, ça, c'était les petites données que je voulais vous communiquer. Là, on va parler à la fois des débouchés. Je pense qu'on a une personne qui va nous expliquer les enjeux liés spécifiquement à la collecte, surtout à la récupération et aux usages du verre. Alors, c'est monsieur... je vais vous donner maintenant les noms de nos présentateurs en même temps. C'est monsieur Michel Marquis, qui est directeur de l'approvisionnement et mise en marché au sein de 2M Ressources, qui va nous parler de cet aspect-là. Ensuite, nous allons voir évidemment toute la question de la collecte, parce qu'il y a aussi les enjeux liés à la collecte. Alors, il y a les enjeux de collecte sélective et les enjeux de consigne. Nous avons deux personnes pour nous parler, entre autres, de cela. Donc, il y a Madame Louise Fecteau, qui est directrice du programme Récupération hors foyer au sein d'Éco-Entreprises Québec. Et puis, nous avons Monsieur Jean-Claude Thibault, qui est membre du comité citoyen Opération Verre Vert. Alors, comment on va organiser la rencontre de ce midi? Ce que je vous propose, donc, il va y avoir chacun des intervenants, à commencer donc par Monsieur Michel Marquis, suivi de Madame Louise Fecteau, puis Monsieur Thibault. Ils vont avoir chacun une dizaine de minutes pour vous dresser le portrait concernant leur secteur d'intervention. Par la suite, il va y avoir une période d'échange entre eux que je vais animer. Et si on a un peu de temps après, si vous avez des questions, et puis si vous avez donc aussi du temps encore à nous accorder, ça nous fera plaisir, donc, puis aux personnes présentes, donc d'échanger avec vous. Alors, si ça vous va, je céderai la parole tout de suite à Monsieur Marquis pour commencer pour son premier dîner. Merci. Merci tout le monde de vous être présenté.
Je vais tout de suite vous dire que j'ai oublié mes lunettes, donc ça se peut que je fasse un petit peu des grimaces. Pour la lecture, je me suis préparé quand même. Le recyclage du verre. Le verre est une matière qui est récupérable et recyclable à perpétuité, donc de façon indéfinie. Il y a plusieurs marchés et quantités pour le verre propre, mais beaucoup moins pour le verre sale. Lorsque je parle de verre sale, nous parlons bien sûr du verre en provenance de la cueillette sélective. La problématique du verre est principalement causée par la façon de récupérer. Lorsque le contenant en verre non consigné est déposé dans le bac pour le recycler, il est ensuite acheminé dans le camion de cueillette qui presque automatiquement casse en 1000 morceaux. Le dit contenant, la bouteille, par la suite est acheminé dans un centre de tri. Le camion décharge la matière au sol, le verre se brise encore. Par la suite, est ramassé par un gros loader, un chargeur, et acheminé sur les convoyeurs pour être séparé parmi les autres matières. Cette façon de faire est résolue, toujours à mon point de vue. Nous devons réduire l'impact négatif que génère cette matière. Les centres de tri se plaignent côté sécurité, usure prématurée des équipements et en plus, les éclats de verre contaminent les autres matières. Il y a 2 systèmes de collecte pour le verre, la consigne qui garantit 99%, 99 là, le recyclage de la matière acheminée dans les centres de valorisation et la cueillette sélective auquel, selon le rapport des GMR par Recyc Québec de 2012, 68 000 tonnes ont été acheminées dans les centres de tri, dont 43 % ont été recyclés ou valorisés. Ce verre est contaminé par toutes sortes de rebuts non recyclables. Les enjeux du verre en provenance des centres de tri sont très grands. Pourquoi aujourd'hui sommes-nous toujours avec cette impasse? Nous devons changer notre façon de faire et arrêter de pelleter à nos enfants notre futur de problèmes qui existent depuis des années. Dans le même rapport, il est noté que le problème... Merci pour mes lunettes. Lorsque l'on parle de développement durable, ici, c'est un enjeu crucial. Je reviens sur le rapport des GMR. 43 % du verre est récupéré avec le système de cueillette sélective. Mais en 2014, 37 % seulement, versus 75 % pour le système de consigne. Recycler le verre en utilisant chez OI Montréal, soit 50 % des recettes, leur fait sauver 20 % des GES, gaz à effet de serre, qu'on a parlé tout à l'heure. Pour votre information, depuis mars 1999, que 2M Ressources existe comme recycleur de verre au Québec, et pourtant, personne ne connaît la société jusqu'à la fermeture de Claréco. Le pourquoi que nous ne sommes pas connus, eh bien, parce qu'on dit tout haut ce que le monde pense tout bas. Le verre est en provenance des centres de tri, est une matière pauvre. Cela est causé par la contamination. Par contre, le verre en provenance d'un tri positif ou de la consigne, cette dernière devient une matière positive en termes de revenus. 2M Ressources achète le verre en provenance des centres de tri qui trient positivement et le verre de la consigne. Le verre de la consigne est recyclable à perpétuité, presque à 100 %. Seuls certains contaminants, tels que des seringues, des bouchons de liège, des plastiques, ne sont pas recyclés ou recyclables par cause de volumité. Le système de consigne fonctionne bien et donne des résultats plus que satisfaisants.
Par contre, le verre en provenance des centres de tri n'est pas la même chose. Entre 15 et 30 de ce volume sont des rejets. Les rejets sont encore une fois des seringues, balles de golf, brosses à dents, des prothèses dentaires, plastiques, des fibres cellulosiques, bref, sans compter les diverses matières putrescibles en passant par les petits pots de pilules pharmaceutiques avec certaines ordonnances à l'intérieur. Si nous prenons 100 000 tonnes, 100 000 tonnes métriques de verre et que nous rejetons seulement 15 %, on sait que c'est plus que ça. Nous avons donc 15 000 tonnes de matière qui iront au chemin de l'enfouissement au coût d'aujourd'hui de 72 $ la tonne en moyenne, incluant les frais environnementaux à plus ou moins 21,30 $. Ça coûte 1 million et plus, juste envoyer les rejets. En plus des frais de transport au-dessus de 300 000 que j'ai calculé, ce qui fait un total d'1 600 000 pour traiter 100 000 tonnes. On sait qu'ici, au Québec, le marché de juste la SAQ, ça c'est à part des autres, c'est au-dessus de 110 000 tonnes. Ici, je parle de 15 %. Pourquoi les centres de conditionnement ferment les portes? Poser la question, c'est y répondre. Le verre de piètre qualité est bon que pour le marché du sablage au jet, filtration de piscine et potentiellement la vente aujourd'hui est de 15 à 20 000 tonnes par année. Le manque d'intérêt des divers sont dus au coût engendré pour en faire un verre de qualité. Ceux-ci portent aucun intérêt car il y a un coût négatif contrairement à un coût positif pour les autres matières. De plus, certains centres de tri se permettent même, chaque centre de tri doit avoir une politique de qualité des matières vendues. Le verre est une principale cause de l'usure prématurée des équipements de triage dans les centres de tri, les papetières, les plastururgies, même Plastique RPM a dû fermer les portes pour la même cause. Pour faire du verre, nous prenons de la silice qui est réduite par carbonisation dans les fours à plus de 1500 degrés Celsius. Le verre recyclé conditionné fond à 1000 degrés Celsius. Beaucoup d'avantages d'utiliser du verre recyclé pour les fabricants de bouteilles et le marché de l'isolation. Il y a toujours du verre dans le bac. Par contre, il y aura toujours du verre dans les bacs. Par contre, avons-nous peur de faire des changements? Notre façon de faire est dépassée. Nous sommes dans un virage de développement durable. Ce n'est pas du développement durable envoyer du verre pour faire des chemins dans les sites d'enfouissement ou mettre dans le ciment. Est-ce que c'est ça de la pérennité d'une matière? S'assurer qu'elle retourne dans son cycle de vie. Merci. Nous sommes sur le point de débuter nos opérations chez 2M avec notre nouvel investissement de 2,5 millions avec des lecteurs optiques pour justement traiter le verre en provenance de la cueillette sélective. Mais ce n'est pas avec cet investissement que nous allons être capables de défrayer les frais d'enfouissement de tous et chacun qui ne font pas un tri de qualité. J'ai lu dans la presse que si nous mettons une consigne pour l'ensemble du verre, ils vont manquer de verre suite à la mise en place de la chaire à l'Université de Sherbrooke et d'une usine de micronisation. Est-ce qu'il y a des ventes pour justifier un tel investissement qui, soi-disant en passant, a été totalement défrayé par nous, sociétés, organismes municipaux, ministères et les MRC? Je vous remercie.
non, ici. Bon. Bonjour à vous. C'est un immense plaisir d'être ici aujourd'hui pour discuter de cette question effectivement très importante. L'essentiel de ma présentation vise en fait à aborder cette question-là pour l'ensemble du verre, parce que la thématique, c'est le verre récupéré, trié, recyclé. On veut le traiter sans discrimination. Il y en a qui sont plus ou moins intéressés par certaines catégories de la question. On va l'aborder de manière globale. Donc, pourquoi ce débat? De quoi est-il question exactement? De quel verre on parle? Pas élargir la consigne, pourquoi? Et quelle piste de solution? Donc, on l'a dit tout à l'heure, pour complémenter un petit peu ce qui a été énoncé par rapport à Clarico. En fait, c'est 80 du verre du Québec qui se retrouvait chez un seul conditionneur. C'est un problème en soi. Le premier problème, il est là. Dès qu'on a affaire à un acheteur, un débouché, un conditionneur, il y a un problème en vue, c'est un problème à retardement. On l'a au-dessus de la tête, on ne sait pas quand ça va nous péter d'en face, pour parler en bon français. Donc, la crise, en fin de compte, elle a été évoquée d'abord et avant tout par les exploitants de centres de tri. C'est eux qui ont eu le premier problème, étant donné que du jour au lendemain, ils se sont retrouvés avec du verre qui ne pouvait plus acheminer vers un conditionneur. Donc, ça s'est mis à monter dans les cours des centres de tri. La crise est due aussi au fait qu'il y a effectivement, chez certains exploitants de centres de tri, des problèmes de tri. Donc, on avait une accumulation de deux problèmes. Il y a déjà des centres de tri qui acheminaient du verre de piètre qualité. C'est reconnu. Il y a déjà des projets d'amélioration à ce niveau-là. Mais là, en plus, on venait ajouter, même pour ceux qui font de la bonne qualité, un problème majeur, la fermeture du seul conditionneur. C'est un problème qui était ponctuel. Il était qualifié de crise. Ça a été discuté au sein du comité conjoint de Recyc Québec, où il y a 40 personnes de tous les acteurs de la chaîne qui ont décidé ensemble que ponctuellement, l'acheminement vers les sites d'enfouissement à des fins de recouvrement quotidien, en lieu et place de sable, parce qu'on l'a dit, le verre, c'est du sable. Donc, plutôt que de prendre du sable dans une carrière pour faire du recouvrement quotidien, on a pris du verre pendant une période déterminée. C'est pas une valorisation optimale. Il y a un problème, c'est clair, mais il faut le régler. Non, par là. De quoi est-il question? On entend beaucoup parler de consignes sur les bouteilles de vin, mais en fait, dans les citoyens génèrent à la maison, on l'a dit tout à l'heure, quelque chose comme 159 000 tonnes de verre. C'est constitué à 50 grosso modo, là, on ne va pas s'enfarger dans les virgules, 50 de contenants d'alcool, dont on parle beaucoup, ça intéresse certains acheteurs, mais il y a 50 de verre dans le bac qui n'est pas des contenants de boissons, des contenants de boissons alcoolisées. On parle de pots de cornichons, de vinaigrette, de pots de compote, qu'importe, là. Il y a 50 des produits de verre qu'on retrouve dans le bac, donc qui n'intéressent absolument pas les gens qui ne discutent que de contenants de boissons alcoolisées. Les solutions, ils doivent aborder l'ensemble de cette question-là, sinon on se retrouve avec la moitié du problème qui demeure entier. Donc, la solution de consigner les bouteilles de vin laisse entier le problème qu'on a évoqué de piètre qualité du verre et de difficulté pour les centres de tri de faire, pour certains du tri, puis pour certains acheteurs, mais d'avoir du verre de qualité. En passant dans la catégorie de gauche, des contenants de boissons alcoolisées, il y en a 1 sur 4, il y a 25 ou à peu près qui est du verre clair. Donc, l'acheteur qu'on entend beaucoup parler, là, dont on a entendu certains propos l'automne dernier, qui disait pouvoir traiter le verre du Québec et tout ça. En fait, ce qu'il a envie de recevoir, c'est la bouteille de verre clair qui est au bout de la rangée, là. Les 3 autres bouteilles de verre de couleur, qui seraient acheminées dans des établissements aux États-Unis. Il n'y a pas d'usine apte à conditionner le verre de couleur ici au Québec. Il faut l'acheminer ailleurs. Quand on pense seulement qu'au recyclage du verre vers de la fabrication de bouteilles, parce qu'il y a comme une prémisse là, pour certains, où le verre doit nécessairement se retrouver dans une nouvelle bouteille de verre. Donc ici, ce qu'on dit, c'est que nous, là, on a un système qui est déjà implanté au Québec, celui de la collecte sélective. Parler de consigner une partie des bouteilles de verre, ça amène certaines préoccupations. Voilà.
On est parti d'un problème ponctuel, permanent. Ce que j'ai envie de vous dire à partir d'ici, là, juste un chiffre comme ça, et on s'est fait lancer plusieurs données depuis le début de la discussion. Le premier chiffre, le plus important, là, les citoyens à la maison, ils mettent dans leur bac 85, 90, 94 % des contenants de verre. Pour ce qui est des contenants d'alcool, c'est 90 ou à peu près. Pour ce qui est des contenants de verre, en général, c'est 80 ou 83 %. On est dans les 80 quelques % de récupération par le citoyen. Le citoyen, lui, là, il fait exactement ce qu'on s'attend de lui. Il met dans son bac au-dessus de 80 % des contenants de verre, donc pour un but de recyclage. Donc, on part, en fin de compte, quand on veut quand on veut trouver les solutions les plus adéquates, il faut s'assurer de bien analyser notre problème. Ici, le problème, c'est pas que le citoyen met n'importe quoi dans le bac. Le citoyen, il fait ce qu'on attend de lui. Consigner seulement que les bouteilles de vin, je vous le disais tout à l'heure, ça ne règle absolument pas le problème des centres de tri. On reste avec la moitié de la matière. En plus, on va décourager la modernisation des centres de tri. Là, c'est certain qu'on a pris une photo en 2013 et on a dit « Ouh, ça va mal ». On a mis beaucoup le focus sur des centres de tri qui éprouvent certains problèmes, mais il faut voir que dans la majorité des cas, pour ceux qui traitent 40, 50, 60 % de la matière, le travail de modernisation, il est déjà en cours. Pour plusieurs, il est terminé. On a beaucoup parlé de tricentrisme à un moment donné comme si c'était un mauvais citoyen corporatif. Dans certains débats, c'était vraiment surprenant. Mais seulement que les centres de tricentrisme, qui reçoivent à peu près le tiers de la matière recyclable du Québec, sont déjà équipés pour traiter le verre de manière adéquate. Via, à Québec, la même chose. Il y a d'autres centres de tri un peu partout en province qui sont en voie de modernisation. Retirer la moitié des contenants de verre de leur masse critique, c'est d'autant moins justifié de faire les investissements qui vont être requis de toute façon. Parce que, je répète encore une fois, c'est peut-être pas évident, mais si on s'intéresse uniquement à la consigne, qui va s'intéresser au verre qui reste dans le bac? Pourquoi, par définition, le contenant de vin aurait plus de valeur intrinsèque que le contenant de compote de pommes? Sérieusement, là. C'est un peu comme si on avait une obsession sur les contenants de boissons. C'est la même chose avec les contenants de PET, d'aluminium, mais en réalité, toutes les matières ont leur importance en tant que telle. C'est toi qui as fait ça. Non, t'as peu. Ça t'en reste. Bon. L'autre affaire, OK, on se dit on va consigner les bouteilles de vin. On veut régler un problème qui est dans les centres de tri. C'est pas à la maison, là. Le problème, il est en chemin. On dit que ça se casse dans les camions. Les camions ont différents problèmes d'usure, pas seulement du au verre, mais du au carton. Quand on lit comme il faut les rapports du CRIC sur les différentes problématiques, le carton, c'en est un. Est-ce qu'on va enlever le carton des camions de recyclage? Mais pas du tout. Jamais on penserait à ça. Donc, on a identifié tout à l'heure le fait que ce n'est pas le citoyen qui a un problème. Le problème, il est plus loin. On va se mettre dans l'idée où, concrètement, la consigne se réaliserait. Il va se passer quoi? On a entendu parler d'opérations qui demandent aux citoyens, aux consommateurs de rapporter ces bouteilles dans les succursales de la SAQ. Dans les faits, le principe de consigne, c'est pas ça. Le principe de consigne, c'est de ramener au point de vente. Ici, au Québec, on vend des bouteilles de vin dans les dépanneurs, dans les épiceries. Ça voudrait donc dire qu'il faut ramener les bouteilles de vin là où on l'a acheté. Ça veut dire qu'on demande aux détaillants de gérer des bouteilles de verre. On parlait tantôt de faire attention à la sécurité des employés des centres de tri. Moi, je voudrais vous dire que j'imagine mal, si 35 centres de tri sont préoccupés par la sécurité de leurs employés, en quel honneur 8000 détaillants ne pourraient pas avoir le même genre de préoccupation d'un backstore de leur magasin. Donc, on a admis vendredi dernier, je pense par un communiqué du Front commun pour une gestion écologique des déchets, que c'est impensable. C'est irréaliste, c'est inimaginable de pouvoir faire de la gestion de contenants de verre vide chez les détaillants ou qu'importe où ailleurs. Les commerces, c'est là pour vendre, pas pour... C'est pas des centres de tri, dans le fond. Il faut régler les problèmes là où ils se trouvent. Donc, on a dit que ça ne peut pas aller chez les détaillants. On a donc proposé, le Front commun et Proconsigne propose un système de centres de dépôt. Bien, des centres de dépôt, il va falloir les installer quelque part. Des centres de dépôt, ça veut dire on installe combien, là? 100, 1000, 10 000? Chaque coin de rue, je veux dire, il faudrait que les citoyens, donc, puissent se rendre à pied. Autrement, on va
générer... ici, on en avait un qui est relativement beau. Ici, on en a d'autres qui sont relativement moins beaux. Mais des centres de dépôt, on est là pour recevoir des matières qui, actuellement, sont déjà ramassées. Là. Ils sont déjà mis dans les bacs. Ils sont collectés à la porte des citoyens. Puis là, du jour au lendemain, on voudrait on demande aux citoyens de se promener pour aller porter leurs contenants vides dans des centres de dépôt comme ceux-là. On a déjà de la difficulté à trouver un endroit pour planter une boîte à lettres au bout d'une rue. Puis là, il faudrait qu'on installe dans nos villes, dans nos villages, des centres de dépôt pour retourner les contenants vides. Donc, on dit on va doubler les routes de collecte. Les citoyens, pour amener des contenants de verre vides, il va falloir qu'ils fassent un crochet par le centre de dépôt. Là. Ils n'ont pas à faire là. C'est donc des déplacements supplémentaires. Les routes de collecte, pour aller chercher ces contenants-là, ils vont s'ajouter au système existant. Le système actuel, il va continuer. La collecte sélective, elle va continuer de passer porte à porte. Tout ce qu'on fait, là, c'est qu'on ajoute des circuits parallèles. Ici, il va falloir que quelqu'un, à un moment donné, fasse les analyses d'impact sur les gaz à effet de serre. C'est beau faire des propositions de solutions, là, mais à tous les promoteurs au Québec aujourd'hui, en 2015, là, la priorité numéro 1 sur l'échelle des valeurs environnementales, c'est la lutte contre les changements climatiques. On ne peut pas faire des propositions comme celle-là sans faire une évaluation complète des gaz à effet de serre qui vont être générés. Bon, on va continuer la discussion tout à l'heure sur le fait que ça diminue la pertinence d'installer des bacs dans les lieux publics. Si on demande aux gens, là on parle de bouteilles de vin, mais dans l'esprit des consignes sur les contenants de boissons, on dit qu'il faut consigner tous les contenants, pas sans rapport avec leur contenu, mais plutôt les contenants en tant que tels. Il est complètement illogique ou irresponsable de demander aux consommateurs de laisser 10 cents ou 5 cents en consigne, de consommer son affaire puis de le laisser dans un bac. On vient d'y voler 10 cents ou 5 cents, peu importe. C'est pas logique, là. À un moment donné, on ne peut pas demander aux élus municipaux d'installer des équipements de récupération. Je travaille là-dessus depuis 10 ans. Là. On est en train de faire le meilleur déploiement d'équipements de récupération en Amérique du Nord dans les lieux publics, mais ce n'est pas le principe de retourner à l'acheteur pour aller récupérer le montant de sa consigne. Il y a aussi le ramassage nocturne des contenants. Ça, on voit déjà ça dans nos rues, là. Moi, chez nous, il y a quelqu'un qui se promène à tous les matins de collecte, qui passe en avant du camion puis il ramasse les contenants consignés. On n'est pas en train de parler de ceux là, qui sont en grande difficulté, puis ça, il se fait de l'argent de poche. Là. Mais là, si on ajoute les contenants de vin, de verre, on va avoir du promenage de poches, de bouteilles de vin là, dans nos quartiers. Parce que ça a de la valeur. Veut pas, il va falloir que... C'est ce que ça entraîne. C'est la même chose dans les sacs de l'arrondissement Ville-Marie. Il y en a déjà qui font le tour pour ramasser les canettes ou ramasser les bouteilles. Donc, on le disait, ça va décourager les projets de recherche parce qu'on va se ramasser avec moins de joueurs intéressés à la question du verre. C'est vrai que la SEQ a financé les projets de recherche, tant mieux. Hey, je veux dire, je ne sais pas si vous avez lu les rapports de développement durable de la SEQ. C'est un joueur modèle. Ils sont invités partout à donner des conférences. Ils sont probablement le meilleur citoyen corporatif en matière d'application de développement durable à tous les degrés. La SEQ, pour l'instant, dans les 10 dernières années, était le seul à s'occuper des débouchés, de multiplier les débouchés pour le verre. Il faut dire, tant mieux, les autres ont passé en dessous du radar, ont profité du fait qu'il y avait des recherches qui se faisaient. Il reste une diapo. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, les pistes de solutions. Là, il faut se concentrer sur le problème. Le problème est dans les centres de tri. Il y en a qui font du tri de piètre qualité. Il faut qu'on investisse là-dedans. Il y a des programmes qui existent, sont là, sont disponibles. Il faut qu'ils s'en servent. Il faut mettre le doigt sur ceux qui ont qui causent les problèmes. Puis, il y a 35 centres de tri au Québec. Il n'y en a pas 2000, il n'y en a pas 10 000, il y en a 35. Les 8 millions de citoyens font de bonnes jobs. On a 35 centres de tri, dont il y a certains d'entre eux qui font de la job, on va se le dire, ordinaire. Donc, il faut les aider à s'équiper adéquatement. Il faut concentrer nos efforts sur le système qui va chercher les matières, l'ensemble des matières à la porte des citoyens. On a le meilleur système de desserte, de collecte sélective, probablement dans le monde. 97 % de nos ménages sont desservis. Dans la majorité des autres législations, on ne va pas en campagne, on ne va pas dans les blocs à logement, on va pas ci, on va pas ça. Ici, là, on a décidé d'investir dans un système qui permet d'aller rejoindre à la porte. Tu as un camion qui vient chercher ça là, dans ta cour. Avant de toucher à ça, il faut faire la preuve qu'on n'a pas tout essayé pour l'optimiser. La vraie solution, là, c'est d'arrêter de miner la crédibilité du système. Parce que pendant qu'on fait des manchettes avec quelque chose qui ressemble à une apocalypse là, par rapport au traitement du verre, le citoyen, lui, là, avec son pot de compote, là, quand il voit le reportage apocalyptique, là, il est en train de se demander s'il n'a pas le goût de le mettre dans la poubelle, le pot de compote, là, parce qu'on démolit la crédibilité de l'ensemble du système qui, pourtant, va pas si mal dans l'ensemble.
C'est tout. Oui. Je ne sais pas si je vais être capable de vous suivre de côté. Alors, bonjour. Bien content d'avoir été invité à cette belle activité d'échange sur un sujet qui nous tient énormément à cœur. Je suis porte-parole du groupe qui a commencé dans un tout petit village à Racine, en Estrie, qui s'appelle Opération Vert Vert. Et c'est tellement important que la moitié de mon comité, de notre comité, est dans la salle avec moi pour vérifier si je dis des bêtises ou améliorer ma présentation. Je vais prendre les prochaines 10 minutes juste pour expliquer comment des citoyens ordinaires comme nous autres se sont alarmés, puis se sont dit peut-être que ça n'a pas d'allure la façon qu'on fonctionne. Ça a commencé très simplement. On a vu un film grâce à, chez nous, il y a un organisme qui s'appelle l'AFEAS. En campagne, ça fonctionne beaucoup. L'Association féminine pour l'environnement et l'action sociale. Ils sont très action sociale. Et en novembre 2013, on voit un film qui s'appelle La poubelle province. Levez la main les gens qui ont vu La poubelle province. All right. Vous êtes tous bien, bien sensibilisés. Je ne sais pas si vous avez eu le même sentiment d'indignation que nous. Peut-être qu'ils ont exagéré, mais on a décidé de vérifier. On est parti, nous autres, du principe qu'on appelle les 3 S de l'engagement citoyen. S'indigner, ça a été facile, OK? Puis vous allez voir pourquoi après. Parce qu'on a commencé à s'indigner, mais on va vérifier. Après ça, s'informer. Là, on a décidé d'aller voir, Pour le croire, on voulait aller voir, OK? Puis finalement, s'impliquer, bien ça, on est direct dedans, d'accord? Alors, on a commencé par sensibiliser notre population locale en montant un petit poster qui disait « Les Québécois sont parmi les plus gros producteurs de déchets au monde. » C'est un triste record. On aimerait en faire d'autres d'un autre ordre. Et je n'ai pas de la démonstration à faire. M. Marquis l'a très bien fait. Le verre que nous donnons si gentiment dans notre bac pêle-mêle, ce qu'on appelle un bac de ramassage. En passant, il appelle ça un bac de récupération, puis on trouve que c'est induire un peu les gens en erreur. Récupérer au Québec, ça veut dire ramasser pour recycler. Et vous allez voir le pourcentage de verre vraiment recyclé. Donc, vous allez voir qu'on n'a pas exactement les mêmes chiffres. D'ailleurs, c'est un des très gros problèmes dans l'échange aujourd'hui, ça va être les chiffres, les bons chiffres. Très difficile à avoir. Suivant. On est parti au centre de tri. Vous voyez clairement? Au centre de tri, le régional de l'Estrie, qui est à Sherbrooke. Et on a été très bien reçus. Soit dit en passant, on a reçu énormément de support de tous les gens qui s'occupent du verre. Et le baril que vous voyez là, c'est un objet quasiment historique. C'est ce que ce centre de tri a pu ramasser, vraiment des bouteilles intégrales ou du verre, c'est pas seulement des bouteilles de vin, le verre intégral, pendant un mois. 99,9% du verre de ce centre de tri est écrasé dans le camion. Ça, c'est pas nous qui le disons, c'est la directrice générale, je n'aimerais pas son nom, de ce centre de tri. Et là, on a dit, là, on est indigné. On a dit, oups, il y a un problème. Suivante. Ce qui fait que ça fait un tas absolument magnifique, juste à côté. J'aimerais ça, Gaston, je pense qu'on a amené un exemplaire. Ça fait un tas absolument magnifique. Il y a combien de gens parmi vous qui étaient voir un centre de tri? De voir comment ça sort. Oh, on tombe sur du monde super informé. Ça fait que vous avez déjà vu ce matériel qui sort d'un centre de tri non équipé technologiquement, mais j'aimerais vous signaler que la très grande majorité des 35 ou 32, parce que là, on est plutôt rendu à 32, il y en a 3 qui ont vraiment des très grosses difficultés. Je suis proche du chiffre à 32, hein? Mais on ne s'assinera pas là. Mais la très grande majorité de ces centres de tri ne sont pas équipés. Et ce qui sort de ces centres de tri-là, Gaston, peux-tu nous sortir le tas original du centre de tri de chez nous, qui correspond à peu près à 29 autres centres de tri? Alors, ça, vous pourrez admirer ça à la fin de la présentation, mais nous, quand on a vu ça, on a dit il y a un problème. C'est pas parce qu'on veut faire un scandale par rapport au bac, c'est pas ça la question, c'est ça qui sort d'un centre de tri. Suivante. Heureusement, on a une compagnie chez nous, je ne donnerai pas son nom, mais dont la fonction, c'est de valoriser le verre. C'est-à-dire qu'il prend ce verre-là et qu'il l'amène en totalité au dépotoir de Bury chez nous. Le ministère appelle ça valoriser. Nous, on appelle ça dévaloriser. C'est évident
que se servir du matériel, que s'il avait été pris verre et ramené en verre, s'il avait été trié à la source comme du monde, parce que c'est ça notre argument, vous nous voyez venir là. Nous, on aurait voulu changer le titre en passant de la présentation d'aujourd'hui qui dit valorisation du verre, 3 étapes, la récupération, le tri et le recyclage. Il y a erreur. Il faut inverser. Le tri d'abord, la récupération de matériel bien trié et le recyclage. Là, ça ne coûte pas cher. Sinon, vous allez voir, ça coûte très cher. Suivant. Alors là, dans notre village, d'autres, on a dit, bien, c'est peut-être bien qu'à Sherbrooke. Puis là, on a vu que c'était partout dans la province. À des chiffres. Encore une fois, on peut s'assiner ces chiffres, mais sachez que depuis, ça fait 13 mois, 14 mois qu'on est là-dessus, là, on s'aperçoit que c'est la très grande majorité de verre s'en va dans les centres de tri, dans les dépotoirs. Suivant. Aux surprises, ça existe du verre propre. Vous n'avez rien qu'à aller chez M. Marquis, c'est le cas, et celui qu'on va vous montrer vient de là. Donc, il y a moyen d'avoir du verre propre, mais celui-là, il vaut de l'argent. Celui-là, chez Owens Illinois, on a parlé de OI tantôt, les gens qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, Owens Illinois, c'est la plus grosse compagnie en Amérique du Nord de recyclage du verre, c'est-à-dire qu'ils font des bouteilles. La petite usine d'Owens Illinois qu'on a à Montréal produit 2,1 millions de bouteilles par jour. Petite entreprise qui, vous allez voir par après, a des problèmes énormes d'utilisation de verre recyclé au Québec parce qu'il n'y en a pas assez de verre recyclé. Il s'en va chercher ça aux États-Unis et en Ontario. Suivant. Là, comme on était à peu près rien qu'une dizaine de personnes, on a dit on va aller chercher les appuis. Puis là, j'avais à la liste d'appuis, je vais l'enlever parce qu'on n'a pas le temps, mais sachez qu'à peu près toutes les municipalités auxquelles on s'est adressé nous appuient. Et de jour en jour, on reçoit des documents parce qu'on doit se dire, il n'y a pas rien que nous autres qui s'inquiètent. Des organismes, bien là, on ne les nommera pas, mais tous les organismes régionaux, le Conseil régional de l'environnement, et allez-y, ils nous ont appuyés. Les députés du coin nous ont appuyés. Mais là, le summum, c'est le centre de tri lui-même, qui a un beau nom ici, qui s'appelle la Société de gestion matières résiduelles du Val-Saint-François. Le centre de tri lui-même demande au gouvernement, suivante, s'il vous plaît, pour lire la phrase la plus précise, que, deuxième proposition, la possibilité de la consignation du verre soit sérieusement évaluée en tenant compte du contexte actuel et de l'évolution des marchés. Je vous lis la deuxième parce qu'elle est importante pour nous. Le gouvernement et son mandataire fassent connaître leur plan d'action à court, nous autres on dit rapide, moyen et long terme, afin d'éviter les conséquences négatives au niveau de la participation citoyenne et sur les coûts reliés à la collecte sélective des matières recyclables. Savez-vous, le problème pour nous, il est très simple. On a déjà connu, nous autres, il y a une quinzaine d'années au village, un camion qui triait. Il y avait le verre, il y avait le plastique, il y avait le carton-papier et le plastique métal. Ils triaient. Ces camions-là sont disparus. Je ne vous donnerai pas les raisons, c'est quasiment trop fallacieux. Mais on sait que ça se fait. Mais là où la surprise est grande, c'est qu'on sait que 10 des provinces et territoires du Canada, eux autres, sont capables de trier le verre à la source. Seraient-ils plus intelligents que nous? Ça semble très, très complexe, puis pourtant, rien qu'au Canada, puis là, si vous allez en Europe, bien là, mes amis, la majorité, avec des succès variables dépendant de l'éducation, de l'organisation, mais on dirait qu'il y en a qui ont été capables de s'organiser. On est vraiment fascinés par ça. Suivant. Alors, on a parti l'opération. Pourquoi on a ramassé les bouteilles? Parce que on avait un mauvais exemple qui s'appelait la Société des alcools du Québec. On a pris la Société des alcools du Québec parce qu'une très grande majorité du verre, et on n'a pas du tout les mêmes chiffres. Nous autres, les chiffres qu'on avait pris à Recyc Québec et à la Fondation, c'est 80-20. Mais là, on parle de 50-50, mais je ne m'enfargerai pas là-dessus. Le principe est le suivant. Comme une société d'État, ou dans l'esprit du ministère de l'Environnement et dans l'esprit de la loi sur la récupération recyclage au Québec, dit qu'il faut que les producteurs et les distributeurs de matières résiduelles se sentent responsables, comme citoyens corporatifs de cette matière-là. Et la SEQ ne veut d'aucune façon depuis 20 ans, parce que ça fait au-delà de 20 ans que ça lui est demandé, analyser la possibilité de s'occuper du produit qu'ils mettent sur le marché. 230 millions de bouteilles par année. Ça commence à faire du matériel. D'accord? Suivante. Alors, on s'est mis à la tâche. Nous, on a ramassé. On avait comme objectif de ramasser 100 caisses. Et après ça, ça montait à 300. Là, on avait 460. Ça pressait. On a demandé à un conditionneur du Québec, que je nommerai pas,
de venir nous fournir une vanne suivante, s'il vous plaît. On a rempli le fond de la vanne et on est monté à la SAQ du coin. On a monté à la SAQ du coin, c'est pas parce qu'on les aime pas. J'ai bien des chums qui sont là. J'ai mes anciens étudiants qui travaillent là. Je suis bien heureux, suivante. Mais il fallait un exemple pour dire, attendez une minute, il y a une société d'État qui travaille contre une autre société d'État qui est Recyc Québec, dont l'objectif est de recycler le mieux possible. Ça ne va pas. Alors qu'il y a des lois qui obligent les brasseurs, qui obligent les pneus, qui obligent un paquet de producteurs à ramener le matériel. Oh! Vous êtes sûr que j'ai vraiment un vrai 10 minutes? Suivante. On a fait notre mur. Suivante. Et là, on a fait une deuxième campagne. Je vais avoir au moins le temps de vous montrer ça. Où on a fait des bouteilles. Je ne sais pas où est parti mon sac, voilà. On était voir, parce que la SAQ, elle n'a rien à faire là-dedans. La SAQ, elle obéit à quelqu'un qui s'appelle le gouvernement. La même chose pour Recyc Québec. Alors, on a fait 125 bouteilles adressées à chacun des députés, chacun des ministres, avec du matériel qu'il y avait dedans qui s'appelait « Parlons des vraies affaires », pour rectifier l'information. Et à partir de ce moment-là, et le législateur et les médias ont arrêté d'acheter automatiquement le discours bien huilé des défenseurs de « on laisse ça comme ça, le bac pêle-mêle, puis vous allez voir, on va trouver des technologies pour tout nettoyer ça ». Nous autres, on sait que économiquement, c'est pas rentable d'être obligé d'investir dans des grosses technologies. 2,5 millions, votre machine, M. Marquis? Une machine? Multiplié par 32 ou 35 cents? Oh, voyons donc, c'est pas sérieux. Suivante. Dans ce matériel-là, il y avait le premier 94 % du verre au Québec est récupéré. C'est totalement faux. C'est de la désinformation. Le sondage, l'étude qui avait été faite pour Recyc Québec, c'était 94 % des Québécoises mettent le verre. C'est mauditement différent, ça. Mais surtout, récupérer au Québec, je ne sais pas si vous êtes comme moi, c'est vraiment ramasser pour recycler. Alors, vous avez vu le beau recyclage que ça fait? C'est ça qui sort la majorité des centres de tri au Québec. On pense que ce n'est pas sérieux. Le deuxième, le verre n'a pas de valeur. Parfaitement vrai. Ce verre-là, excusez, c'est du verre sale, c'est de la cochonnerie pour nous autres, c'est sûr que ça n'a pas de valeur. Mais c'est malhonnête de maintenir ce discours-là. Le verre au Québec, quand il est propre, il y a de la valeur. Le dernier article de M. Côté sur Owens & Illinois, le verre se vend entre 80 et 100 $ la tonne. Je finis là-dessus. On paye 23 à 25 $ nos taxes pour aller jeter ce verre sur terme de valorisation, de dévalorisation d'un dépotoir. Donc, on vient de perdre 25 $. Puis, on vient de perdre 80 à 100 $ ce verre qui vaut cette valeur-là chez Owens & Illinois quand ça sort pour faire des contenants. On jette 100 à 120 $, 110 $, pardon, à chaque tonne de verre. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne se bat pas pour la consigne. Et la consigne, je termine là-dessus, c'est très simple. La SAC devient le principal ramasseur de ces bouteilles. À côté, et ça existe dans plusieurs pays, mais en Suède, ils font ça bien simplement. Juste à côté de la SAC, ils mettent 3 cloches. Eux autres sont avancés, 3 cloches. J'ai deviné que c'était du blanc parce qu'ils étaient à chacune de leurs couleurs, blanc, brun et vert. Alors, les citoyens, quand ils viennent chercher du vin, amènent leur petit sac, rentrent le vin dans la sac de là-bas, et le reste, ils font ça dans les cloches. La bonne couleur. Ils sont brillants, eux autres, par exemple. C'est vraiment là. Alors, on souhaite que la société québécoise réfléchisse, trouve des solutions. On ne s'accrochera pas sur des petites façons de faire. Ce n'est pas notre job. Mais on sait qu'il y a plein de pays et plein de provinces qui réussissent à le faire. Faisons-le. Je vous signale qu'il y a un papier d'une pétition. On est rendu à 8 000 à l'Assemblée nationale. On voudrait monter ça minimum à 10 000. Puis je compte sur vous autres pour le faire. Parlez-en à tous vos chums. Ça presse pour que le Parlement bouge. Merci. Bon. Merci beaucoup. Je pense que, en tout cas, je crois que nos personnes qui venaient aujourd'hui sont très intéressées par le dossier. Il n'y a aucun doute là-dessus et s'en intéressent tous les jours. Moi, j'aurais peut-être un peu aller continuer cette discussion-là puis, entre vous. Peut-être déjà en premier, M. Marquis, si vous pouviez nous donner peut-être un peu plus d'informations sur, au fond, le type de verre et le type d'usage, parce que 2M Ressources, vous récupérez, vous triez, mais après, vous devez l'acheminer à des lieux qui recyclent. Peut-être nous dire, un peu, Mme Fecteau mentionnait certains verres qui sont, les usines ne se trouvent pas ici, d'autres se trouvent ici. C'est quoi la réalité
à la fois du marché québécois en termes de type de verre et du marché tout court, selon les types de verre, les couleurs et les formes. On traite présentement 75 000 tonnes en provenance de la consigne. 100% est vendu chez OI, Owens Illinois. Le verre ambre, je ne voulais pas contredire Louise, mais l'usine de Montréal elle traite le verre ambre et le verre clair. C'est deux couleurs. Et le verre vert, on l'exporte aux États-Unis présentement et en Ontario, à Brampton. Et notre nouvel investissement, on va envoyer ça 100% du verre vert et recyclé pour la laine minérale. Et on a les marchés pour on manque de tonnage, dans le fond, de verre de qualité. Là. Puis, c'est le marché local ici, l'Ontario et le Québec. Puis les autres verres, Mme Fecteau faisait la différence entre les bouteilles versus les autres contenants. Est-ce qu'il y a d'autres types de verres qui sont acheminés ailleurs, qui servent à d'autres usages? On parlait du sablage, quels sont les usages potentiels? Ça serait plus à Louise. Moi, en ce qui me concerne, je fais du verre pour la refonte. Et je prépare le verre pour la refonte et le verre pour le sablage au jet. Excusez, ça, c'est une division qu'on va, sur les rejets qu'on va avoir, là, parmi tout ce qu'on a, qui représente quand même 30% des volumes qui va rentrer de la cueillette sélective. Automatiquement, il est trop fin pour être capable de départir les couleurs. Il est cassé, donc il n'y a aucun lecteur optique qui est capable de lire ça. Ça prend 3/4 de pouce pour être capable d'avoir une bonne lecture. Donc, on s'en va, nous autres, toujours vers la refonte. Et de toute façon, la laine minérale, c'est une refonte aussi, hein, il faut s'entendre, là. Le verre est fondu à tout près de 1000 degrés, mais avec un jet d'air, ça fait que ça l'étire le filament, ce qui fait la laine minérale, avec des produits chimiques. OK. Est-ce que, Mme Fecteau, sur ce point-là, vous voulez rajouter quelque chose? Sinon, après, on arrivera plus sur les enjeux comme tels. Mais oui, justement, la préoccupation par rapport à la recherche de débouchés pour le reste du verre, c'est 50% de ce qu'on retrouve dans les bacs. C'est tellement important qu'il faut s'y attaquer. Les différents débouchés qui ont fait l'objet de présentations diverses là, dans les derniers mois, entre autres l'introduction de la poudre de verre dans le ciment qu'on peut installer donc dans les trottoirs et tout ça des municipalités du Québec, là. Parce que l'objectif, à travers l'ensemble des objectifs, c'est certain que du point de vue de certains acheteurs ou joueurs très spécifiques, leurs critères sont dominants. Mais si on regarde l'ensemble des critères environnementaux, l'utilisation la plus locale possible, la plus près du lieu de génération, c'est un objectif qui est légitime en soi. Donc, la production de poudre de verre vient changer complètement la donne parce que du verre cassé, c'est pas un problème. Le verre qui se casse, qui se dirige vers la production de poudre de verre et qui s'introduit dans le ciment en lieu et place de production de ciment par des cimenteries. Non seulement c'est un usage qui est légitime parce que c'est local, c'est économique, mais c'est une réduction de gaz à effet de serre qui est très significative par rapport à la production de ciment en tant que telle. Fait qu'à chaque fois qu'on remplace 10% de production de ciment par l'introduction de poudre de verre, on se retrouve avec un bénéfice environnemental significatif. Là, on parlait de chiffres tout à l'heure. C'est certain qu'ici, ce n'est pas l'idée de se balancer un paquet de chiffres par la tête, mais ce qui est dommage, c'est qu'on prend souvent des photos par rapport à des activités très, très circonscrites. Puis, entre autres, on a entendu parler du projet de poudre de verre de Tricentris avec que 6 000 tonnes, et donc c'est une goutte d'eau dans la mer de verre qu'on produit au Québec. Le 6 000 tonnes de Tricentris, là, c'était la période de rodage. Mais à terme, les installations qui sont chez Tricentris prévoient la production de 60 000 tonnes de poudre de verre. C'est l'équivalent de tout ce qui récupère année après année. C'est le tiers des matières recyclables au Québec. Donc, on a déjà le tiers des, disons, 60 000 tonnes, c'est l'équivalent de 30 à 40 du verre qui est généré. Pour ce procédé-là, le verre cassé, ce n'est pas un problème. Est-ce que je peux juste vous demander, puis après, monsieur vous pourrez compléter, est-ce que la question de la qualité dans ce cadre-là est importante? Parce qu'après, on va arriver sur la question de consigne, pas consigne, la collecte sélective, le problème de qualité de verre et de contamination. Est-ce que dans ce cadre-là, ils peuvent utiliser
celui qui est le plus contaminé, ou il faut aussi la qualité en termes de verre? Là, on a le cas le plus critique. Ce n'est pas tous les centres de tri qui font de la production de verre qui ressemblent à ça. Tantôt, on a parlé d'1,5 million chez M. Marquis, mais M. Marquis a affirmé en 2014, toute l'année, qu'il allait être capable de recevoir tout le verre de l'ensemble des centres de tri du Québec. M. Marquis est en deuxième ligne après les centres de tri. Ce pas des investissements similaires qu'on s'attend de faire dans les centres de tri du Québec à plus petite échelle, mais il y en a déjà qui font un verre autrement plus de qualité que ça. Puis encore là, j'y reviens. Tricentris, ce n'est pas une grosse compagnie privée sur laquelle il faut taper. Ça appartient à 140 ou 160 municipalités. Ce sont des municipalités qui ont décidé d'investir dans leur débouché, dans le débouché de la matière que leurs citoyens mettent dans les bacs pour trouver des débouchés, qui permettent de tenir compte des problématiques qui vivent. C'est leur matière, c'est leurs citoyens qui mettent ça dans les bacs. Ils investissent dans des technologies révolutionnaire, il faut le dire, là, pour qu'éventuellement, on puisse introduire de la poudre de verre dans nos trottoirs au Québec. On peut pas, objectivement, là, on ne peut pas qualifier ça de bêtise. Là. C'est un nouveau débouché qui est prometteur. Okay. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est génial, ce débouché-là. Ah non, c'est vrai. C'est génial. Puis si ça fonctionne, parce que là, à l'heure actuelle, c'est théorique au niveau de la pratique de la production. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il ne peut travailler qu'avec du verre propre. Vous voyez venir. Ça veut dire que pour qu'il puisse faire ce procédé fantastique, il faut absolument décontaminer ce qu'on a contaminé. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Il faut payer des machines à grand prix parce qu'on a tout mis pêle-mêle, qu'on a écrasé, le décontaminer. Puis dans la décontamination, actuellement, Tricentris, puis on ne veut pas attaquer Tricentris, on regarde ce qui se fait actuellement, c'est Tricentris. Tricentris, qui là, à l'heure actuelle, c'est un énorme cylindre qu'on appelle un trommel et qui permet de sélectionner le papier, le plastique, du verre et le métal. Ce qu'il peut utiliser de ces trommels-là, c'est le carton et le papier qui vend à cascade principalement. On m'a dit de ne pas nommer des compagnies, mais qui vend un grand producteur recycleur de papier au Québec. Mais pour faire cette poudre-là, et là, je suis sûr de mon coup parce qu'on a parlé directement à M. Aïdamou, qui est le chercheur à l'Université de Sherbrooke, et M. Aïdamou nous disait, bien sûr, ça nous prend absolument du verre vert. Ce qui fait que sa tonne lui coûte 125 $ la tonne. Une tonne, c'est 1 mètre cube. Quand c'est en poudre, là, c'est 1 mètre par 1 mètre par 1 mètre. Ça, c'est 1 tonne, 125 $. Ça fait du béton qui commence à coûter cher. Parce qu'on a mal parti. Parce qu'on est parti en l'envers. La solution, elle est très simple. Il faut absolument trouver moyen de trier à la source le verre avant qu'il rentre dans le bac. Je ne comprends pas l'obsession des gens de dire le bac, c'est parfait. C'est un bouffe-argent qui demande des technologies énormes pour le ramener à un usage payant. Je ne suis pas économiste, puis il me semble que c'est GBS, ça. Je reviendrai sur cette question-là, parce que là, on va arriver plus sur la question de la collecte, qui est un enjeu. On sait qu'il y a donc les deux formats, le format de la consigne, puis le format de la collecte sélective. On a parlé beaucoup de la question des bouteilles de vin, la SAQ, la consigne. Mais c'est ça, Mme Fecteau soulignait la question des autres contenants, puis du fait que ces autres contenants aussi posent problème de contamination aussi potentiellement des matières dans les centres de tri avec les risques, etc. Alors, je me pose la question, est-ce que dans les centres de tri, dans ce qui pourrait s'en venir, il est possible de réellement s'attendre à ce que des technologies qui soient pas non plus, qui coûtent pas des milliards de dollars, là, comme on a vu avec la gazification, mais des technologies qui ont du sens, qui permettraient vraiment de faire un tri qui permettrait d'avoir à la fois du verre de qualité, mais aussi de ne pas retrouver des éclats de verre dans du papier, dans du carton, dans d'autres matériaux. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui est envisageable, ou est-ce qu'au fond, il faut qu'on trouve un autre système à la base pour que ça arrive dans les centres de tri autrement? Bon, il y a plusieurs éléments de réponse. Première des choses, dans les ballots de papier de cascade ou dans les ballots de...
plastique qu'on retrouvait éventuellement, bien là, c'est fermé, là, mais chez les récupérateurs de plastique. L'un comme l'autre va nous dire qu'il n'y a pas que le verre qui cause problème. On avait un représentant de Cascade dans un forum. On avait un panel similaire en novembre dernier, organisé par Réseau Environnement. Le représentant de Cascade était assis en avant. Ce qu'il a dit, c'est pas le verre particulièrement qui cause problème. C'est n'importe quel débris qu'on retrouve dans ces ballots. C'est des morceaux de plastique, c'est les maudits bouchons. J'ai déjà été sur un autre panel aussi avec quelqu'un de Cascade. La première réaction, c'est les bouchons. Si on pouvait enlever les bouchons du circuit, ça serait une très bonne chose. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on est focusé sur le verre aujourd'hui, mais il y a les centres de tri qui font du mauvais tri causent un paquet de problèmes, mais ce n'est pas uniquement dû au verre. Dans les ballots de plastique, on retrouve un paquet de petits morceaux de papier, 50 affaires, mais des bouts de Publisac qui sont la même couleur que le papier, c'est un cauchemar, ça. Donc, si on veut attaquer le problème de la piètre qualité du tri dans plusieurs centres de tri, c'est pas uniquement sur la question du verre qu'il faut l'aborder, c'est sur l'ensemble des procédés de tri parce que ça se décline sous bien des angles. L'autre chose que je voulais ajouter dans la question, il y a une chose qu'on n'a pas abordée du tout, là. Sur le plan théorique, dire qu'on consigne et qu'on résout tous les problèmes parce qu'on trie à la source, c'est une chose, mais concrètement, qu'est-ce qui va se passer? Le citoyen va se comporter comment? Avez-vous une idée du taux de récupération des contenants de verre qui sont déjà consignés au Québec pour les boissons gazeuses? Le connaissez-vous, le taux? 75. De récupération par la consigne? 75 C'est 41 On va s'estimer ces chiffres. Non, mais regardez, je veux juste vous dire Par quelque la chose. COP, par la... C'est eux autres qui m'ont donné le chiffre. Regarde, 41. Mais juste peut-être expliquer pourquoi je veux vous expliquer quelque chose de très intéressant. Là. On a dit que l'information, c'est le nerf de la guerre. Là. Dans le bilan de Recyc Québec, là, à la section consigne, je vous invite à aller lire la section sur la consigne du rapport de Recyc Québec, page 23. On en parle beaucoup, le rapport de 2012 de Recyc Québec. Le taux de récupération des contenants de verre, c'est 41 dans le système de consigne pour les contenants de boissons gazeuses. Savez-vous quel est le taux de récupération des contenants de verre de boissons gazeuses au Québec en réalité? C'est 82 Si on s'en va sur le site de Boissons gazeuses Environnement s'occupe des systèmes de consigne de boissons gazeuses. Si on va sur le site de Boissons gazeuses Environnement, on a une déclinaison des différents modes de récupération. On voit qu'il y a 82 des contenants de boissons gazeuses qui ont été récupérés, mais ils nous font le bonheur, en tout cas, nous rendent le service de le décliner. 41 via le retour aux détaillants, puis 41 dans les bacs de récupération. Il y a 41 des contenants consignés de verre qui sont déposés dans les bacs. Le citoyen, là, avec son bac, il rendu ça d'eau dans sa cour en arrière, là, il va se comporter comment? Déjà qu'il y a une consigne sur les contenants de verre, puis il choisit, une fois sur deux, de le mettre dans le bac. Mais là, est-ce qu'on n'a pas... il y a toute la question du coût de la consigne qui n'a pas augmenté depuis 30 ans, qui fait que peut-être ça participe. Les contenants de consignés qui ont la plus haute valeur maintenant, là, il y a des contenants à 10 sous et à 20 sous. Je n'ai pas vu les rapports les plus récents, mais la dernière fois que j'ai consulté les rapports de taux de récupération de contenants consignés, aussi étonnant que ça puisse paraître, ceux qui ont la plus haute valeur de consigne sont moins récupérés que les autres. Les contenants consignés à 20 sous, le taux de récupération n'est pas aussi élevé que les contenants à 10 sous. La valeur de la consigne, pour quelqu'un qui achète une bouteille... Il me semble que l'aluminium, parce que vous parlez surtout des canettes d'aluminium, il me semble que les canettes d'aluminium, le taux de récupération est très élevé par la consigne. Il y avait quelqu'un aux 30 ans de la consigne qui s'occupait donc de la question de l'aluminium et qui disait que lui, via la consigne, il en récupérait énormément alors que par la collecte sélective, il y en avait moins. Mais maintenant, on sait qu'il y a toute la question, vous l'avez mentionné aussi, les valoristes il y a une organisation qui s'appelle les valoristes ici, mais les gens qui ont de la difficulté financière et qui viennent chercher dans les bacs à recyclage les matières consignées pour se faire un peu d'argent. Donc, c'est sûr que ça doit fausser un peu le détail, ce que vous mentionnez, du fait qu'il y a des gens qui mettent dans le bac et qui, probablement qu'il y a une partie, en effet, qui se retrouve à la consigne, mais peut-être par ces gens-là aussi. Là. Ah non, mais ce que je voulais dire, c'est que les montants qui sont remboursés, là, les gens qui s'occupent du système de consigne savent exactement ce qu'ils remboursent par rapport à ce qu'ils mettent sur le marché. Ils remboursent 41 des contenants.
Ça fait qu'il ait été récupéré par un valoriste ou qu'importe, il y a une demande de remboursement qui a été faite. Mais je vous amènerai peut-être sur l'élément que vous avez mentionné tout à l'heure, sur la question de la qualité, parce que là, on s'en sort pas, on parle de... et là, je ne ferai pas le choix de la consigne ou pas de la consigne, mais je m'interroge sur toujours la question de est-ce qu'on est capable, et là, évidemment, on a fait un choix de société au Québec du pêle-mêle. C'est le choix qui a été fait, là, du bac à recyclage. Avant, on était avec... il y a quelques années, il y avait même encore des cloches où il y avait bon. Le choix a été fait du pêle-mêle. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir, avec ce système de collecte qu'on a actuellement, les centres de tri qui doivent faire affaire avec ça, est-ce qu'on va être capable, on sait qu'aujourd'hui, on a des problèmes, mais est-ce qu'on va être capable de régler toutes ces questions à la fois de contamination pour les autres matières, qui se contaminent entre elles aussi, mais aussi pour le verre, d'avoir du verre de qualité. La question est là. Et puis, alors, je ne sais pas si vous vouliez répondre. Sinon, sinon sur la consigne. Avant, je voudrais vous dire que, Mme Louise, on va s'entendre sur une chose que vous venez de dire, et je suis entièrement d'accord avec vous. Vous avez dit, c'est l'ensemble du procédé du tri qu'il faut questionner. Et nous, quand on a pris le verre, on avait une intuition, mais on ne savait pas que c'était si vrai que ça. Pour nous autres, le verre, là, pourquoi on insiste sur le verre, c'est que c'est la pointe du iceberg. C'est vraiment le début du problème. Et que si on règle la pointe du iceberg, on vient de régler un maudit paquet d'affaires. On vient de changer au complet. Le drame, selon nous, c'est cette drôle de décision qui a été prise à un moment donné, il y a 17-18 ans, de faire le pêle-mêle puis de dire on va inventer une technologie pour tout arranger ça. Alors qu'il est prouvé qu'économiquement, mathématiquement, c'est beaucoup moins cher de mettre un système qui trie à la source, qui permet de bien récupérer et de bien recycler après. Fait que nous, quand on parle du verre, c'est un petit peu malhonnête. On fait de la désinformation un peu parce que, de fait, on parle de tout le système. C'est bien important pour nous autres. Laissez-moi juste terminer parce que je vais revenir à l'autre point. Il y a un chiffre qui est sorti par Recyc Québec, puis je te jure que les chiffres de Recyc Québec, il faut les lire attentivement. 43 % du verre est recyclé au Québec. Dans ce 43 % du verre, il y a à peu près 90 % qui est recyclé, il n'emploie le mot recyclé, alors que de fait, il est valorisé dans les dépotoirs pour recouvrir les déchets et les chemins. Oui, madame. Oui, madame. Regardez les chiffres comme il faut. Alors, tu vois, 43 % du verre qui est recyclé. Nous, on n'en revient pas. C'est absolument extraordinaire. Si vous analysez très attentivement, c'est difficile à trouver parce qu'ils sont à l'aise avec leurs chiffres. Et on a fini par découvrir que la grande majorité de ça, c'était revalorisé, ce qu'on appelle, nous autres, dévalorisé dans nos dépotoirs. J'aimerais juste porter l'attention de tout le monde. Le fameux bac. Le monde met, c'est plate, là, mais moi je vis avec, là. Le monde met une tasse, met une assiette. C'est de la céramique, c'est pas du verre. Puis lorsque ça arrive, pêle-mêle, là, comme ça, bien, on reçoit de la céramique, on a été obligé d'investir en passant, là, c'est 2,5 millions d'investissements, 4 lecteurs optiques. Sur les 4 lecteurs optiques, il y en a 2 qui sont strictement pour enlever la porcelaine, la céramique puis la roche. C'est inconcevable. On parle de recyclage, là. Je reçois de la céramique. Pourtant, tout le monde sait qu'on ne met pas ça dans le bac. Mais les citoyens, on a besoin de mettre de l'information. Il y a une job à faire à l'information pour les citoyens. Je ne dis pas qu'ils ne font pas une bonne job, là, mais il faut vraiment arriver pour dire, arrêtez de mettre... Mettez ça, oui, mettez pas ça. C'est tout. Il manque cette information-là, je crois, moi, mais je ne suis pas un décideur. Un autre chiffre important, si on veut parler de chiffres, supposons qu'on prend cette machine de 2,5 millions et qu'on l'installe aux 25 centres qui en ont besoin. On parle de 500 millions d'équipements. Rien que pour équiper le début des... Ça, c'est pour la ligne au complet, le 2,5 millions. Okay. Mais une machine, un lecteur optique, c'est 330 000 $. Alors, multipliez ça quand même par... alors que ça coûterait une affaire comme 20 millions pour installer la consigne, même si la SEQ prétend que c'est 60 millions, encore là, c'est un peu bizarre parce que l'Ontario, en 2007, avec 40 % plus de population que nous autres, a réussi à faire ça pour 20 millions. La SEQ, elle, ça y prend 60 millions. Il y a des problèmes comptables ou je ne sais pas, là, mais il y a un petit problème là aussi. Fait que nous, on est parti avec le chiffre de 20 millions parce qu'on est à peu près sûr que ce chiffre-là est bon, l'ayant vérifié en Ontario. Puis on compare l'installation technologique. Et là, ça comprend l'installation, ça ne comprend pas l'entretien. Pensez-y. Madame Fecteau, vous voulez rajouter un point? Oui.
c'est pas fait, la démonstration n'est pas faite que ça coûte moins cher les systèmes de consignes empilés par-dessus les systèmes de collecte sélective. Là où ça se fait, en Colombie-Britannique, par exemple, il y a un coût moyen de la tonne pour la gestion des mêmes matières recyclables. Les matières qu'on utilise de manière courante à la maison, il y a un coût la tonne à peu près à 400 $. Ici, on est autour de 180. On est peut-être trop bas parce qu'on s'est peut-être privé de faire des investissements nécessaires, c'est vrai, mais c'est pas démontré que la collecte par la consigne coûte moins cher. Ça, c'est une chose. On a dit tout à l'heure qu'il y a 8 provinces sur 10 qui ont des centres de dépôt. C'est certain. Dans la plupart des cas, il n'y a même pas de collecte sélective. Savez-vous que les choses que j'ai montrées tout à l'heure, centre de dépôt, là, au Nouveau-Brunswick, c'est absolument essentiel parce que dans la péninsule acadienne, juste pour donner un exemple, là, la collecte sélective a été implantée en juillet 2014. En juillet 2014, là, les manchettes des journaux locaux, c'était « Yes ». Maintenant, on a la collecte sélective à la maison. Il n'y avait pas de collecte sélective. Non seulement ils s'occupaient des contenants de boissons par le biais de centres de dépôt, mais ils ne s'occupaient pas du tout du reste des matières, le papier et les autres trucs. Même chose à Calgary. On a installé la collecte sélective porte-à-porte à Calgary en 2009. C'est sûr qu'il y a des centres de dépôt à grandeur des autres provinces et des nombreux États qu'on énumère souvent. Il n'y a pas de collecte à la porte. Et quand ça arrive, c'est souvent plus récent qu'on peut se l'imaginer. À chaque fois qu'on raisonne sur ces questions-là, il faut mettre en perspective l'ensemble des données de l'ensemble des systèmes pour regarder de quelle manière ça se comporte. C'est pas tout de dire que ça se fait ailleurs, donc ça devrait être un modèle à suivre. Au contraire, ils tentent de nous rattraper. Ils essaient de mettre en place des systèmes pour récupérer l'ensemble des matières comme on fait ici. Mais il faut faire des améliorations, c'est certain. Bon, je pense qu'on n'aura pas tout réglé aujourd'hui, mais je pense qu'il y a comme des éléments. Ce que ça montre, c'est que c'est quand même très complexe. Ce que j'entends, c'est qu'il n'y aura probablement pas une solution. En même temps, il y a des enjeux majeurs auxquels il va falloir trouver des solutions, comme la question de la qualité ou la contamination. Sinon, on risque d'avoir des problèmes pour le recyclage, notamment si on parle du verre aujourd'hui, mais on pourrait parler des autres matières, comme vous le mentionnez, Mme Fecteau. C'est certain qu'il y a quand même des exemples qu'on peut voir ailleurs, et je pense qu'il faut s'en inspirer, vous mentionnez certaines choses. Mais j'entends qu'on est encore à l'étape aussi de certaines études pour voir les faisabilités. Il y a toute la question qu'on n'a pas trop abordée un petit peu avec vous, c'est toute la question du recyclage réellement. Qu'est-ce qu'on est capable de recycler vraiment au Québec? Mentionniez que le verre, il y a une partie qui s'en va aux États-Unis, etc. Comment on supporte aussi nos recycleurs québécois pour s'assurer qu'ils demeurent ici pour que des gens comme vous puissiez aussi faire le travail de le collecter puis de le redistribuer et pas être obligé de l'envoyer, comme on dit, on entend des fois en Chine ou ailleurs parce que les marchés n'existent pas. Alors, il y a aussi cet enjeu-là qui est majeur, qui est lié avec la qualité, la quantité, etc. Donc, je pense que ce que j'entends aussi, c'est qu'il va y avoir des études dont on attend les résultats prochainement. Et puis, c'est sûr que la question de la consigne, aussi, on a entendu que le ministre de l'Environnement allait se pencher dessus pour voir qu'est-ce qu'on fait de la consigne. Et la consigne, comme je le disais, a 30 ans cette année. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec elle pour les prochaines années, quel souffle on lui donne et jusqu'où on se rend avec les contraintes, parce que je pense aussi qu'on a touché à beaucoup de choses. Ce serait ma lecture. On a touché à beaucoup de choses. Il y a beaucoup de contraintes, où il y a beaucoup d'enjeux, mais peut-être que chaque enjeu va devoir être répondu un par un, parce que si on les met tous d'un bloc, on va rejeter une avenue sous prétexte qu'il y a des contraintes, mais peut-être qu'on peut en régler une partie. Puis ce qui est vrai peut-être pour la grande région montréalaise, sera peut-être pas tout à fait vrai pour les régions qui ont des tout petits centres de tri, qui pourront peut-être pas se payer certaines machines, mais peut-être dans des régions plus peuplées, ils pourront plus. Alors, il y a une multiplicité aussi des réponses à avoir dans cet enjeu-là et qui fait que même pour le verre, c'est pas simple. Là, il est 1h30. Normalement, c'est fini, mais je vois que vous êtes encore nombreux. Alors, nos invités, je pense qu'ils étaient prêts à rester encore quelques minutes. Si vous souhaitez poser quelques questions assez brèves pour qu'il y en ait le plus possible qui les posent et nos invités puissent y répondre, allez-y, sinon on terminerait ça. Donc, on prend 3-4 questions. Alors, madame, puis madame. Fecteau, c'est ça? Premièrement, les gens que vous avez photographiés, vous les nommez par leur nom, vous êtes au courant, c'est les valoristes. C'est un métier qui font de nettoyer les rues et tout. Vous êtes responsable de table hors foyer, je crois. Vous n'avez pas mentionné
la collecte sélective que vous avez implantée dans tous les restaurants du Montréal? Les données, là? Mhm. Vous parlez 50 de résidentiel, mais le commercial n'est pas là. C'est vrai. Pourquoi? C'est pourquoi qu'il n'est pas là? Ben, on n'a pas mis la récupération des bouteilles de verre dans les restaurants, mais c'est un bon point. Puis combien de restaurants vous avez implantés à Montréal? On a, juste par le biais du programme de la table pour la récupération au foyer, on était au-dessus de 4000 quelques restaurants. Dans la collecte sélective. Qui ont fait la conversion du tout au déchet à l'ensemble des matières recyclables. On a travaillé avec les associations de restaurateurs, Conseil de chaînes de restaurants, l'Association des restaurateurs du Québec. Leur demande était très, très, très simple. Ils voulaient récupérer l'ensemble des matières recyclables. Il y a d'autres matières que le verre. On n'a pas parlé aujourd'hui du plastique, du métal et tout ça. Dans un restaurant, on a exactement comme à la maison, mais en plus gros. Des gros contenants de métal, des gros contenants de plastique et tout ça. Et ils se font souvent solliciter pour récupérer. Certains veulent avoir leurs grosses chaudières de plastique qui valent à certains moments un montant important, puis d'autres veulent avoir telle affaire. Eux autres, ce qu'ils disent, là, nos cuisines ne sont pas des centres de tri. Fait qu'on a facilité l'implantation de la collecte sélective. Donc 4000 quelques restaurants avec toutes les bouteilles de verre. Ouais, donc, on pourrait monter à 80 à peu près dans la collecte sélective de verre. C'est ça. Avec les... pardon? On pourrait facilement monter à 80 dans la collecte sélective, le verre, surtout la bouteille de vin, considérant les restaurants, là. Oui, dans les restaurants, ils ont des bouteilles de vin, mais ils ont aussi Québec, beaucoup d'autres... Fait que ce ne serait pas 50, mais si je venais au point, c'est pas 50, c'est plus 80, le verre dans la collecte sélective. Non, mais la collecte sélective, ici, on parle de collecte sélective porte-à-porte résidentielle. Oui, mais ça, on mélange les deux, là. Mais si on veut parler du commercial, il faut parler de toutes sortes d'autres enjeux aussi, là. On n'est plus dans le circuit de collecte traditionnel. OK. C'est autre chose. Okay. Merci. Mais vous avez raison, juste à la dame derrière, que la collecte sélective, quand on parle de collecte sélective, c'est pour ce qui est ramassé par les municipalités. Donc, y compris les petits restaurants, mais sinon, ça va. Je parle pour Montréal, évidemment. Ouais. Moi aussi, j'avais une question pour Mme Fecteau. Vous avez parlé de sécurité des détaillants si on leur demande de gérer les bouteilles de vin, par exemple. Je ne comprends pas comment vous pouvez amener ça comme argument alors qu'ils le font déjà. Avec les bouteilles de bière, ma question, c'est quoi la différence entre une bouteille de bière et une bouteille de vin? Et puis, qu'en est-il de la sécurité des employés dans les centres de tri quand ils doivent trier des éclats de verre, en fait? Bien, deux choses. Moi, personnellement, je n'achète pas mon vin à la caisse, là. C'est sûr que ne serait-ce que la manutention d'une caisse de bière, le retour des contenants de bière dans les épiceries se fait dans les caisses, là. On ramène notre caisse de 12, notre caisse de 24, c'est une chose. C'est assez rare qu'on voit des gens revenir avec 2-3 bouteilles de verre toutes seules. Quand on parle de bouteilles de vin, on va se retrouver avec des petits sacs en plastique remplis de bouteilles, là. Soignez ça avec les contenants. Là, on a oui, ils gèrent des contenants de plastique et d'aluminium. C'est une chose de faire des poches de plastique et d'aluminium. C'est une autre chose de faire des poches de contenants de verre. Il va falloir les classer. Ça va occuper de l'espace supplémentaire. Mais la manutention de ça, ne serait-ce que de le prendre du client vers... ça peut briser. Le verre peut se briser. Dans les centres de tri, j'en ai exploité un centre de tri personnellement, bien, on était assujetti aux règles de CSST pour le tri. Je veux dire, on a les règles qui s'appliquent en matière de opération dans un centre de tri. Ça fait que les normes, les règles, les équipements, ils sont équipés de bottines à cap d'acier et d'équipements appropriés. Mais on ne demandera pas aux gens qui travaillent dans les épiceries de s'équiper pour éviter de marcher sur du verre brisé. C'est ça, essentiellement. Oui, j'ai ici une lettre d'un des vice-présidents d'Owens-Illinois, qui s'appelle Ryan Modlin, qui se plaint fortement du fait que la quantité de verre accessible pour faire des contenants de verre a baissé continuellement. Autour des années 80, c'était 70 % et ça a descendu après la fermeture de Clareco à 20 % C'est en train de remonter un peu. Mais pour lui, c'est une catastrophe parce que les coûts sont énormes à fondre du calcin à 2000, à 1500 degrés, puis l'autre à 1000. Mais ce sur quoi je vais insister, c'est que le monsieur en question, il emploie un mot qui, moi, en tout cas, me fait image. Quand il parle de recyclage du verre au Québec, il ne parle pas de revalorisation, mais de dévalorisation dans le processus de tri. Et il emploie un mot extraordinaire. Il n'a pas dit upcycling, il a dit downcycling.
Ça veut dire que dans le passage, dans la machinerie de cueillette pêle-mêle, jusqu'à sa sortie, le verre est en downcycling, il est dévalorisé. Alors, c'est un problème majeur que, pour le moment, le système n'a pas de solution. Une dernière question, madame? Oui, moi, j'aimerais qu'on parte à la source. On parle du tri à la source. Je viens ici comme citoyenne et je trouve qu'on ne fait pas confiance aux citoyens. Si on fait une bonne campagne de sensibilisation, d'éducation, d'information, on a eu la preuve à Racine, le citoyen va ramasser tout le verre à la source. Quand on parle des bouchons de bouteilles, je pense que M. Marquis peut nous le dire. Il y a tout ce qu'il faut pour les ramasser, les bouchons de bouteilles, et ce n'est pas le problème. Merci. Une dernière petite intervention, puis après, on clôt ça. C'est juste une question, M. Thibault. Tout à l'heure, je n'ai pas compris quand vous avez dit le verre, c'est juste le début, l'iceberg. Qu'est-ce que vous faites? Une fois qu'on enlève les bouteilles de vin, qu'est-ce que vous faites avec les autres? Est-ce que vous considérez qu'elles doivent rester dans le bac? Il faut quand même moderniser les centres de tri ou il faut aussi les consigner? Vous dites les autres verres, j'imagine. Hein? Oui, le reste du verre, l'autre moitié. En passant, au niveau de la sécurité, il y a quelque chose d'extraordinaire qui s'appelle des gobeuses. Aujourd'hui, tu as des gobeuses qui servent en Nouvelle-Écosse, qui servent à Colombie-Britannique, qui sont d'origine allemande, et tu fous ta bouteille de verre. Les très, très fossés, ils prennent le verre vert, ils le mettent sur un bord, ils l'écrasent, c'est ça. Et le bac, quand il est aux 3/4, il avertit le monsieur de changer de bac. Le verre blanc, le verre brun. Donc, au niveau de la sécurité, il y a une technologie très simple qui existe en Europe et qui est disponible maintenant sur le marché. La compagnie s'appelle Tamco. Ça fait que vous faites téléphoner à M. Alain Hainaut, il va tout nous expliquer ça. Vous savez ça. Et ça, c'est l'idée que il y a 420 SAQ au Québec. Là, voilà la base du centre de dépôt. OK? Si tu colles à côté de ces bâtisses-là, tes cloches, tes gobeuses, appelle ça n'importe comment, OK? Tu viens de régler un maudit problème très, très simple pour régler le verre. Ce qui fait que là, le papier, le carton, le plastique, il est pur. Il vient d'augmenter de valeur. Parce que depuis tantôt, il y a une chose dont on ne parle pas, c'est que le reste, il perd la valeur. Puis quand vous avez parlé des Chinois, oui, notre maudit matériel est obligé de s'en aller en Chine. Puis tenez-vous bien, ils sont rendus qu'ils refusent notre carton à l'heure actuelle. Qu'est-ce que vous faites avec l'autre moitié? L'autre moitié, là... Pensez-vous que les Québécois, les Québécoises qui sont allumés, qui veulent recycler au maximum, si on les informe comme du monde qu'il faut le déposer à tel endroit, avez-vous sérieusement le moindre doute qu'ils ne le feront pas? Si vous avez les pots de cornichons, donne-moi toutes les sortes de pots que tu veux, à la SAQ dans les cloches qui à côté. Vous n'avez pas compris mon truc, mais je voulais même pas m'enfarger. Vous voulez même pas m'enfarger sur la... Oui. Oui. Ou ça sera, nous en campagne, c'est beaucoup plus facile parce que les communautés se connaissent, puis il y a toujours une place au dépanneur ou à Caisse Pop. Quand on avait à Caisse Pop, nous autres, on avait un tri-bac, un énorme... Ça se remplissait full pin, puis il n'y a personne qui gardait son verre chez eux. Puis je comprends pas, moi je suis d'accord avec Mariette, faites pas confiance aux gens, là, vous. On avait des cloches avant, là. Ouais. Puis on les a enlevées parce que c'était l'enfer. Là, il faut partir avec nos pots de cornichons et les mettre dans des cloches ou dans les mettre à la SAQ. C'est ça, c'est bizarre, ça se fait ailleurs. Je sais pas, peut-être que... Non, mais c'est ça. Non, je propose pas ça. Je dis, il y a des solutions partout. Ils en ont trouvé de multiples, d'accord? Et nous autres, celles qu'on propose règlent une très grande partie du problème. Ce n'est pas nécessairement la solution. Pardon? Au moins 50% du problème va être réglé. Bien, ça, c'est sûr et certain, au moins 50%. Là, je vois que ça attire beaucoup d'intérêt. Ouais. Mais le monsieur derrière me faisait un signe, là, je sais. Oui. C'est nous qui les payons. C'est notre espace d'entreposage. Je veux dire, peu importe qui va le payer, qui va récupérer, il va devoir payer ce matériel-là, cet espace d'entreposage-là. Le pied commercial, ici au Québec, là, si vous regardez, prenez la rue Sainte-Catherine, prenez la rue Saint-Laurent, prenez la rue Mont-Royal, vous avez des associations de commerçants qui se plaignent, qui ne sont plus capables de rester en affaires. Et là, vous me dites qu'ils vont financer des points de vente pour récupérer des contenants. Il va falloir qu'il y ait tout un revenu qui va rentrer
dans leur poche pour pouvoir réussir à financer juste de rester en opération. Là. Puis c'est vrai que Racine, c'est probablement pas la même situation que Montréal, Sherbrooke, peu importe, mais il reste que l'aspect financier de la consigne, il n'est pas démontré. Puis 20 millions en Ontario, là, je veux voir ces chiffres-là parce que, écoutez, moi, le chiffre qu'on m'a parlé, c'est que la LCBO donne plus de 15 sous par bouteille au Beer Store pour les récupérer. Hey, avez-vous calculé le nombre de contenants que ça fait? Combien de montants en argent que ça coûte aux consommateurs? Je pense qu'on va arrêter là parce que je vois qu'il y a beaucoup d'intérêt, c'est formidable. On pourrait, je pense, on aurait pu faire une après-midi finalement. Mais juste, en fait, ce que j'entends de tout ça, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux. Et c'est sûr que lors d'une rencontre comme ça, il faut qu'on garde tout ça dans notre tête. C'est pas toujours évident. Il y a probablement plusieurs réponses. Vous parliez du coût de la gobeuse. C'est une problématique, mais est-ce que ça peut se résoudre autrement parce qu'il y a d'autres modes de paiement? Je ne sais pas. L'espace, ou est-ce que c'est pas possible? Peut-être que la réponse, ça va être au bout du compte pas possible, mais je pense que ce qui est sur la table par nos 3 personnes qui sont intervenues, c'est quand même des idées avec des positions qui sont pas toujours partagées, mais ça fait partie des débats et c'est comme ça aussi qu'on avance dans un dossier qui est complexe comme celui-ci. Donc, je pense que ça lance comme message, c'est il faut vraiment que beaucoup de gens s'assoient ensemble du début de la chaîne jusqu'à la fin. Le début, on peut le partir d'un bout ou de l'autre, du citoyen ou du recycleur, mais il va falloir qu'on travaille tous ensemble pour voir quelles sont les meilleures méthodes. Et c'est vrai que peut-être, encore une fois, ce qui est vrai à la campagne s'adresse peut-être moins facilement en centre-ville où c'est plus dense, etc. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses qui peuvent se faire quand même dans certains espaces et pas dans d'autres ou appliquées autrement. Alors, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi de votre participation parce que franchement, je ne sais pas si vous aviez tous mangé avant de venir, mais il est quand même 1h30 bien tassé. Alors, bonne journée, au grand plaisir. Comme je vous le disais, on va essayer pour notre bulletin électronique qui sort le 22 janvier, de rassembler au moins une partie des chiffres, des données, puis vous les communiquer à travers ce bulletin-là pour que vous puissiez continuer. Puis probablement qu'il y aura d'autres rencontres de ce type-là pour continuer sur la question et essayer d'avancer dans le dossier. Merci beaucoup et bonne journée. Merci à nos invités.